Bonjour, bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Je suis Claire Vigrimaud. Je suis hypnologue et professeure de yoga. Vous pouvez me retrouver sur le site clairviyoga.com, KLERVIYOGA.com, où je vous présente toutes mes activités. Toutes les semaines, je reçois des invités dans ce podcast qui nous parlent de leurs activités autour du bien-être, que ce soit l'hypnose, le yoga, le reiki, la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Alors sans plus attendre, voici l'épisode du jour. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de discuter avec Cédric Vadou. Cédric est un ultra-trailer, yogi, triathlète et pratiquant de la méthode Wim Hof. En plus d'être responsable d'agence, époux et père de 2 garçons. Il vient nous parler de sa rencontre avec le trail et de la passion qui s'en est suivie. En s'alignant sur les départs d'ultra-trail, il a appris à trouver en lui les ressources nécessaires pour finir des courses très éprouvantes où la préparation mentale, tout autant que physique, est indispensable pour faire passer les moments difficiles. Nous discutons aussi du yoga, de sa complémentarité avec la course à pied, et sur les raisons pour lesquelles il a préféré poursuivre cette discipline par rapport au kung-fu et à la boxe américaine. Récupération, asana, pranayama, toutes les composantes du yoga lui servent pour se muscler et récupérer physiquement et mentalement. Cédric nous explique aussi sa façon d'implémenter la méthode Wim Hof et ce qu'elle lui a apporté. D'une très grande curiosité et ouverture d'esprit, il vient puiser dans toutes ces disciplines ce qui lui plaît, pour apprendre à surpasser la douleur et réaliser de formidables exploits sportifs. Entre Ho'oponopono et course à pied, Cédric nous invite à parcourir avec lui les sentiers qui mènent à la fois au sommet des montagnes et vers les profondeurs de notre intimité. Un épisode qui couvre tout un panorama de disciplines à explorer pour se sentir bien dans ses baskets. Bonsoir Cédric, je suis enchantée de te recevoir. Je t'ai connu via le groupe Facebook de la méthode Wim Hof France parce que tu es assez actif dessus, puis tu fais de beaux partages. Alors, tu es pratiquant de cette méthode, tu es aussi ultra-trailer, tu es yogi. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu en quelques mots? Bonsoir Claire. Oui, donc je m'appelle Cédric, j'ai 47 ans, je suis marié, en couple depuis maintenant un peu plus de 29 ans. J'ai 2 fils, un garçon qui s'appelle Tao qui a 17 ans et un second qui s'appelle Oscar qui a 14 ans. D'un point de vue professionnel, en fait, j'ai une vie active dans l'industrie. Je suis responsable d'agence pour une société française qui fabrique des chaudières. J'ai comme passion la magie à mes heures perdues, mais surtout, je suis sportif, donc triathlète et ultra-trailer. C'est une passion en fait qui a démarré en 2015. Auparavant, je faisais du sport, j'aurais tendance à dire un petit peu comme tout le monde, mais depuis 2015, je me suis lancé vraiment dans l'ultra-trail avec un investissement fort et important pour pouvoir réussir dans cette discipline. D'accord, il y a eu un déclic particulier en 2015 qui s'est passé? Oui, en fait, c'était un précédent job qui était ultra prenant, ultra stressant. Le cap aussi, je pense, où tu dépasses la quarantaine en train de te dire, je vais peut-être trouver un autre sens à ma vie. Et donc, ça passe par un ensemble de changements, notamment un changement de boulot, qui permet aussi de dégager un peu de temps libre. Quelques rencontres fortuites, mais tout axé autour du trail, où en fait, je découvre cet univers. Jusqu'alors, en fait, je pratiquais la course à pied, mais plutôt comme un sport complémentaire, c'est-à-dire que j'ai fait quelques dizaines d'années de sport de combat, donc la course à pied était uniquement un moyen d'entretenir le cardio. Et là, en fait, j'ai découvert le trail et c'est devenu mon sport, en fait. Parallèlement, j'ai découvert le yoga également et j'ai basculé, en fait, des arts martiaux vers le yoga à la même période. D'accord. Est-ce que tu pourrais présenter peut-être un petit peu le trail pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, en fait, le monde du trail, c'est en fait la course nature, donc c'est hors bitume, hors macadam. Par essence, c'est beaucoup plus la course qui va se passer en montagne. En fait, on va dire qu'on fait du trail dès qu'en fait on est en milieu naturel. Je dis ça notamment quand on n'habite pas près de la montagne, comme c'est mon cas, parce que j'ai pas précisé, mais je vis en Normandie, donc on n'a pas beaucoup de montagnes par chez nous. Donc le trail, c'est la course nature. On va définir différentes distances. La course nature, on va parler des distances jusqu'à une vingtaine de kilomètres. Entre 20 et 60 kilomètres, on va être dans la définition pour pouvoir parler d'un trail. Et on va parler d'ultra trail. Les puristes diront à partir de 80 kilomètres.
D'accord. Et en fait, plus on augmente dans la distance le kilométrage, plus on augmente également dans le dénivelé. Parce qu'en fait, généralement, un ultra-trail va être considéré comme tel quand on a des dénivelés qui commencent à être supérieurs à 3 ou 4 000 mètres. D'accord. Et tu pourrais nous parler de quelques courses que tu as fait, des beaux souvenirs de courses aussi. Enfin, qu'est-ce que tu en retires sur ces longues distances? Parce que j'imagine que c'est quand même un effort assez important, assez douloureux aussi peut-être. Alors, en fait, c'est un effort important, oui, c'est sûr. La douleur en fait partie, mais c'est pas forcément ce qu'on retient. Donc, lorsque j'ai commencé à rencontrer un peu les trailers de ma région, c'est d'ailleurs à cette époque que je me suis créé un profil Facebook. J'en avais pas auparavant, parce qu'en Normandie, on a un groupe qui s'appelle Trailer Normand, qui en fait est un groupe Facebook qui regroupe des passionnés du trail. Ça m'a permis de découvrir effectivement qu'il y a certaines personnes qui couraient jusqu'à 170 km. Ça me paraissait juste impensable à l'époque. Et en faisant quelques sorties off avec eux, c'est là où en fait j'ai commencé à me renseigner sur la possibilité de réaliser ce type de course. Donc j'ai pu côtoyer des personnes qui avaient déjà fait des ultras de ce type et m'ont dit que si je voulais me lancer là-dedans, effectivement, il fallait envisager à peu près 4 ans de préparation pour pouvoir durer et pouvoir faire ça sans risque de blessure associée en fait. Donc en fait, j'ai appliqué les conseils, c'est-à-dire qu'en fait j'ai commencé par m'inscrire à des courses nature. Donc la première année, je me suis inscrit à des trails de 20, 30 ou 40 km, principalement au niveau régional, et je me suis fait un plan de course, c'est le cas de dire, pour pouvoir atteindre sur 4 ans vraiment la MEC, c'est-à-dire le 170 km. Donc j'ai eu l'occasion de faire plusieurs ultra-trails dans les 3 dernières années. Je vais en citer 2 vraiment qui m'ont marqué. Il y a un trail qui se trouve en Normandie, donc je l'avais choisi effectivement parce qu'il est pas très loin, parce que je connais le paysage. C'est un trail qui s'appelle la Bargeau, et en fait ça se déroule le long des côtes du Cotentin. C'est une des plus belles régions de France. Donc là j'étais parti sur un trail de 100 km avec je crois 3000 et quelques de dénivelé. Donc ça commence à être conséquent, c'est une belle course. Qui s'est fait dans des conditions particulières parce qu'en fait c'est rare du côté de Cherbourg, mais cette journée-là la température minimum était à 30 degrés, c'est monté à 35. Donc en fait il y a eu un taux d'abandon extraordinaire dû aux conditions climatiques, mais c'est un souvenir magique. Après le plus beau trail en termes d'émotion, de ressenti, ça va être les Templiers. D'ailleurs, dans 15 jours, j'y serai avec mon épouse. On retourne faire un petit tour là-bas pour faire des plus petites courses, mais quand même participer au festival. Parce qu'en fait, ça regroupe l'ensemble. C'est un des plus vieux de France. Il y a 25 ans d'expérience, d'existence. Il y a une organisation qui est ultra rodée. Il y a un public qui est vraiment chaleureux tout le long du parcours. C'est une des plus belles expériences. Et là, d'un point de vue plus perso, mais pas par rapport à une course, c'était la première longue distance que j'ai réalisée sur un 80 km. Et à mi-parcours, il y avait mes fils qui m'attendaient avec un panneau Papa, on est fiers de toi. Et là, ça prend franchement au trip. C'est un moment qui marque. Et tu parlais aussi que tu es venu des arts martiaux au yoga. C'est vrai que c'est plutôt ma discipline, le yoga, on va dire. Qu'est-ce que tu trouves comme complémentarité à ton sport dans le yoga? Enfin, déjà, qu'est-ce qui t'a amené à choisir le yoga par rapport aux arts martiaux? Alors en fait, quand je me suis lancé dans l'ultra trail, ma volonté était vraiment de réussir à pouvoir réaliser ça sans trop me blesser. Parce qu'en fait, comme je pense beaucoup de coureurs à pied, et là volontairement, j'emploie pas le mot de trailer, mais de coureurs, la blessure est récurrente et fait partie de l'entraînement. Pendant des années, j'ai été blessé très régulièrement, la tendinite au genou, à la cheville, la douleur à la cuisse, sans parler des douleurs associées au combat. Il y avait toujours la bande de frein en congélo pour rentrer après l'entraînement. Donc, avec l'âge, les douleurs commencent à être aussi franchement insupportables. Je me suis fait casser le nez plusieurs fois, les côtes cassées aussi. Donc, la dernière fois que je me suis fait casser une côte, je me suis dit, bon, ça commence à être un peu pesant. Je voulais pouvoir m'orienter un peu plus vers la course à pied. Et
en discutant avec un trailer, me dit je fais du yoga et je n'ai plus du tout ces problèmes de dos, ces problèmes de blessures. Donc j'étais curieux, je me suis renseigné sur un cours de yoga pas loin de chez moi. J'ai demandé si je pouvais venir parce que c'était en plein milieu de saison, au mois de février. J'étais très surpris en arrivant parce que j'étais le seul homme de la salle. C'est parce que c'est un sport qui, alors j'emploie le mot de sport, je vais plutôt dire pratique, qui malheureusement, je pense, est très féminine aujourd'hui et les hommes n'osent pas pratiquer. Alors qu'en fait, c'est vraiment, c'est juste extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, la première année, j'ai essayé de concilier, de continuer la pratique du kung-fu, la pratique du yoga, plus des autres entraînements. Il a fallu faire un choix par rapport au temps qui n'est pas extensible. Dans les journées, malheureusement, ne font que 24 heures. Et j'ai décidé, en fait, de m'orienter sur le yoga. Il y a 5 ans, ça me paraissait juste impossible parce qu'en fait, je trouvais mon épanouissement et je pensais qu'on pouvait s'épanouir en mettant des gants, en ayant une activité physique intense, voire brutale, qui permettait d'évacuer aussi, je pense, un stress présent. Et en fait, c'est l'inverse, c'est dans le calme, la respiration, la méditation, que j'ai trouvé une meilleure façon d'évacuer ce stress et de gagner en sérénité et en plénitude, en fait. Et cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus, la pratique des asanas permet de gagner de la souplesse et permet également de trouver un bénéfice sur la pratique de la course à pied. D'accord, parce que c'est vrai, on en discutait un petit peu par email. Moi, le public que j'ai, c'est quasiment que des femmes, même en entreprise. Pourtant, mes collègues sont majoritairement masculins. C'est assez compliqué et l'excuse entre guillemets qu'ils me disent, c'est je suis pas assez souple pour venir à faire un cours. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à ça si on... Alors, en fait, c'est réducteur de penser effectivement que la posture représente le yoga. Et je pense que dans le collectif imaginaire européen, on associe vraiment le yoga à une position et surtout quand on voit les images qu'on trouve sur les réseaux sociaux, effectivement, d'une très très grande souplesse. On n'a pas besoin de ça. Le yoga, d'ailleurs, le premier cours auquel je me suis inscrit, la moyenne d'âge était plutôt de 60 ans, type féminin, et donc il y avait des personnes qui n'étaient plus du tout souples. Avec mes 20 ans de kung-fu, j'étais plus souple que la moitié des personnes dans la salle, quoi. Donc c'est vraiment pas, c'est pas nécessaire d'être souple. Par contre, la pratique régulière va permettre de gagner quelques degrés dans la souplesse, c'est évident. Et après, chaque posture peut être réalisée de différentes manières, de quelqu'un qui va être très très souple ou de trouver une position adaptée, parce qu'en fait à chaque fois on peut trouver une ou des positions adaptées ou intermédiaires qui permettent de travailler son souffle, de travailler sa méditation tout en pratiquant une posture physique. Donc c'est vraiment adapté à tous et je dirais même je le recommande quand on a une activité sportive par ailleurs. En tout cas c'est mon point de vue. D'accord, je te remercie beaucoup de ces paroles. En tout cas, tu es un très bon ambassadeur du yoga comme ça. Et est-ce que tu retrouves aussi des bénéfices du yoga par rapport à la respiration ou au calme? Tu arrives à récupérer certaines techniques lorsque tu cours, par exemple, lorsque ça devient difficile, lorsque tu as du mal à respirer ou... Alors, pas forcément quand je cours. C'est-à-dire que le rythme respiratoire en course à pied est trop élevé. Je me suis renseigné aussi, par exemple, sur la marche afghane. J'ai essayé de mettre en place ce type de respiration. On peut le faire lorsqu'on marche, mais dès qu'on va passer au stade de course à pied, c'est vraiment plus difficile à mettre en œuvre. Par contre, en triathlon, sur le vélo, c'est royal. J'ai fait mon premier Ironman au mois de juin. Donc, et entre parenthèses, j'ai commencé le vélo il y a 1 an, donc c'est vraiment tout nouveau pour moi. Et en fait, la position plusieurs heures sur un vélo de course est franchement inconfortable, et notamment au niveau du périnée. On va avoir des douleurs au périnée, on va avoir des douleurs au niveau de la nuque. Et ce que j'ai mis en place, c'est-à-dire que quand je commence à me sentir entre guillemets un peu inconfortable sur le vélo, c'est de me réciter un mantra et de caler ma respiration. Donc là, j'ai appliqué une respiration très très calme, on va dire, qui peut s'inspirer du yoga, qui peut s'inspirer de la cohérence cardiaque, où en fait,
tout le long de l'inspi. Donc en gros, j'avais l'équivalent d'une inspiration sur un peu plus de 3 secondes, où je me répétais, je détends mon corps. Une expiration longue d'un peu plus de 3 secondes, mon corps est détendu. Et de se le réciter comme un mantra jusqu'à ce qu'effectivement on se sente complètement détendu sur le vélo et qu'on puisse continuer à avaler les kilomètres pendant des heures sans crispation, sans douleur et dans un état, je ne vais pas dire de flow parce que je ne sais pas si j'étais réellement dans le flow, mais dans un état de détente où on n'a plus la contrainte de la douleur physique. Donc ça j'ai réussi à l'appliquer sur le vélo. En course à pied, je vais plutôt m'inspirer de la méthode Wim Hof. Alors, ces propos n'engagent que moi parce qu'effectivement sur les forums, et je parle du forum officiel, on ne peut pas directement appliquer la méthode Wim Hof à la course à pied et on le déconseille très fortement. Simplement, j'ai mis en place une technique de respiration qui peut s'apparenter à ça. Donc moi, je la qualifie de technique Wim Hof parce qu'en fait, c'est une technique qui va être basée sur l'inspiration. On avait échangé par mail à ce sujet où justement les pranayamas vont plutôt être axés sur l'expiration. Lors des cours de yoga, on entend souvent justement qu'il faut penser à bien vider les poumons et se concentrer sur cette phase. La méthode du MOT, c'est tout l'inverse. En fait, on sous-estime l'expiration, mais par contre, on se focalise sur l'inspiration. Et en course à pied, notamment en montagne, ça va présenter un double intérêt, c'est d'apporter suffisamment d'oxygène à son corps, d'avoir un excès d'oxygène, donc de lutter aussi contre le mal de l'altitude, de lutter contre la sensation de manque d'air lorsqu'on est à des altitudes supérieures à 2000 mètres. Et ça permet également en fait d'alcaliniser un peu le corps. Alors que lorsqu'on est sur des longues périodes des exercices physiques de très très long terme, on va avoir tendance à acidifier le corps. Donc moi j'y retrouve vraiment quelque chose de très positif. En fait, j'ai pioché un petit peu je suis très curieux en fait dans ce que j'ai pu pratiquer, dans le yoga, dans la méthode Wim Hof, dans la cohérence cardiaque. Enfin voilà, je cherche, je teste, et puis après je reprends ce qui m'intéresse et je le modèle pour que ça me convienne à mon activité en fait. D'accord. Et la méthode Wim Hof, tu l'as découverte comment justement? Alors là, tu m'as demandé tout à l'heure mes meilleurs souvenirs en ultra-trail, c'était un des moins bons, où en fait c'était mon premier vrai trail en montagne, où en fait en pleine nuit, j'étais gelé. J'avais sur moi tout l'équipe. En fait, lorsqu'on fait un ultra-trail, on a un sac avec un équipement obligatoire minimal, qui comporte notamment une tenue chaude, des tenues imperméables, etc., etc. Et là, en fait, en pleine nuit, en montagne, température en dessous de zéro, j'avais tout mis et malgré ça, en fait, j'ai commencé à trembler, j'avais froid et c'est peut être franchement inconfortable. Donc, je me suis dit pour mon prochain ultra trail, je voudrais pouvoir ne plus subir ça. Et c'est en fait en faisant quelques recherches sur la net que je suis tombé sur cette fameuse méthode Wim Hof. Donc, j'ai commencé à pratiquer seul par rapport à ce que j'ai pu comprendre. Je l'ai mis en application lors du trail suivant. C'était juste incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, quelque chose qui s'y rapproche, en tout cas, qui porte un nom différent, mais qui est la même chose en yoga, c'est la pratique du Tummo, où en fait, on est capable de générer le feu intérieur et de soit maintenir sa température corporelle, soit apporter de la chaleur là où on en a besoin dans son corps. Donc j'ai été stupéfait de ce que j'avais réussi à faire juste avec ma petite compréhension. J'en ai profité pour faire un stage avec un instructeur certifié Wim Hof. Ça a été une révélation extraordinaire parce qu'effectivement je me suis aperçu que j'avais compris peut-être 2% du potentiel de cette méthode et qui encore aujourd'hui je continue à m'y intéresser et j'ai envie de refaire des stages tellement je trouve que c'est puissant en fait. Voilà. D'accord. Et tu pratiques respiration, exposition au froid tous les jours En fait, tout comme le yoga ou autre, je vais vraiment adapter en fonction de mon planning, en fonction de ce que je suis en train de préparer. J'essaie de pratiquer le plus souvent possible. Alors, l'exposition au froid, elle est quotidienne parce qu'en fait, les douches que je prends sont forcément froides. Donc j'y vais parce qu'en fait, faisant du sport quasiment tous les soirs, il y a la douche du matin et une douche du soir. Mais c'est devenu, bien que ça fait pleinement partie de cette méthode, c'est devenu quelque chose de tout à fait naturel en fait. Il y a plus cette notion de défi. Là, la température commence à changer. Je continue à courir torse nu.
Donc, quand je fais une sortie inférieure à 1h30, je vais la faire torse nu. L'hiver dernier, j'osais pas encore, parce qu'effectivement, il y a le regard des gens autour de soi qui sont quand même très particuliers. Donc, je cours en t-shirt. Des gens en t-shirt, ça suscite beaucoup de questions par des températures négatives. Pourquoi tu fais ça? T'as pas froid, etc. Donc, et puis après, ce que j'ai fait aussi à la maison, c'est que j'ai installé un fût à l'extérieur avec de l'eau, tout simplement. Et donc, en hiver, ça m'arrive de casser l'eau et de m'immerger à l'intérieur de ce fût. Voilà, donc ça, c'est pour la pratique du froid. Et après, il y a la pratique de la respiration. Elle va être plus ou moins régulière. Actuellement, elle est quotidienne. En fait, je me suis blessé il y a quelque temps lors d'un ultra-trail, justement, ce qui m'a empêché de faire... le matin, en fait, j'ai mis en place des routines où je vais faire soit de la préparation physique spécifique, de la préparation physique générale, du yoga ou des respi. Et donc, actuellement, je suis plutôt... Enfin, non, c'est pas plutôt, c'est même je fais des exercices de respiration de façon systématique tous les matins, en fait. D'accord. Et une semaine d'entraînement, ça correspondrait à peu près à quoi en règle générale? Parce que enfin, concilier tout ça, ton emploi, ton rôle de père de famille, ton entraînement, ça doit être bien calé, j'imagine. Mais en fait, je vais dire un petit peu comme ça. Tu as aussi un entraînement, je pense, un emploi du temps qui est très bien organisé. Moi, j'aime à dire quand on me dit mais où trouves-tu le temps, je réponds qu'en fait j'ai 24 heures comme tout le monde. C'est juste qu'on décide d'en faire en fait. Donc il y a forcément déjà le tronc du boulot, on peut pas faire autrement que d'aller au travail. Mais après c'est d'essayer de ne pas perdre de temps avec ce que je vais qualifier les vampires. Ça va être le smartphone, ça va être les réseaux sociaux, ça va être la télévision, enfin tout ce qui n'apporte rien entre guillemets. Et pour répondre à tes questions, en fait, mon planning diffère en fonction des événements que je vais préparer. Là, par exemple, je viens d'élaborer mon planning jusqu'en juillet 2020. Donc, je vais avoir des semaines, je vais qualifier de soft, et des semaines qui vont être intenses parce qu'en fait, j'ai mes deux vraiment grosses prochaines échéances. J'ai eu la chance d'être tiré au sort pour l'Ironman de Roth en Allemagne le premier week-end de juillet. C'est un super événement et les places se sont vendues en moins de 2 minutes pour donner un idée. Il y a 3000 places, c'est parti en moins de 2 minutes sur Internet. Donc là, par exemple, les semaines spécifiques, ça peut osciller entre 12 et 18 heures d'entraînement hebdomadaire, uniquement sur la partie cardio. Auparavant, au mois d'avril, en fait, c'est pareil, j'ai eu la chance de pouvoir avoir un dossard pour le MUIT. En fait, c'est l'ultra trail de Madère où on traverse l'île de Madère de part en part. En fait. Donc là, c'est un ultra qui fait 115 km avec 7000 de dénivelé. Donc pour l'ultra trail, ça va être axé essentiellement course. Généralement, c'est 4 à 5 sorties de course à pied dans la semaine, avec des séances qui vont durer entre 1 et 5 heures. Donc le week-end, forcément, il va y avoir des très longues séances. Ce type de semaine, je vais rajouter une sortie de piscine. J'essaye également de faire du vélo taf. J'ai la chance d'être à 16 km de mon boulot et de pouvoir y aller en traversant une forêt. Donc forcément, là, ça fait une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. Le midi, au lieu de déjeuner, je fais 1 heure de vélo. Donc j'ai grappillé 2 heures de vélo dans la journée. Et quand je suis en prépa Ironman, là, c'est plus difficile à réaliser parce qu'en fait, c'est 2 à 3 entraînements de natation dans la semaine, 2 à 3 entraînements de course à pied et 2 à 3 entraînements de vélo. Sachant que le vélo, ça va jusqu'à 5 à 6 heures de sortie. Donc là, effectivement, il faut être très, très bien organisé. Je ne fais pas mon planning sportif n'est pas ma priorité. C'est-à-dire qu'en fait, mon boulot m'impose des déplacements, m'impose des réunions qui nécessitent des fois de dépasser en dehors des horaires. Donc, je me prends pas la tête. Si c'est ça, mon entraînement il saute, c'est pas grave. C'est pareil. On peut pas non plus se couper de toute vie sociale parce qu'en fait, c'est pas parce que je vais faire 1h30 de piscine le samedi matin, suivi de 3 heures de course à pied, que le dimanche je vais faire 6 heures de vélo et 1 heure de course à pied, que je vais refuser la sortie du vendredi soir et du samedi soir, parce que sinon, en fait, on s'isole complètement. C'est déjà, je pense, difficile pour la famille, parce qu'en fait, il faut aussi, c'est toute une organisation familiale à mettre en œuvre pour que tout le monde arrive à trouver ses repères. On s'impose de dîner ensemble tous les soirs. Donc, ça veut dire après les entraînements. Donc, j'ai la chance, mes filles sont également sportives, donc
Le lundi, je rends de la natation, mais mon fils rentre du foot. Le mardi, le second fils rend du tennis, donc je peux rentrer de la course à pied. Le mercredi, j'ai yoga. Le jeudi, je retourne à la piscine. Enfin ouais, voilà, c'est comme ça toute la semaine. Et samedi matin, dimanche matin, en fait, je me réveille un peu plus tôt. J'essaie de pas faire de bruit et je pars faire mes entraînements, quoi. D'accord. Et côté nutrition aussi, tu as un programme particulier ou... Alors, en fait, pas au quotidien. Alors, en nutrition, vraiment, ce qui a changé, c'est que j'ai arrêté de boire complètement d'alcool en 2015. Aussi, lorsque je me suis vraiment mis dans le sport. Et je vais avoir une nutrition spécifique 2 semaines avant, je vais dire un ultra ou un aérobe, c'est-à-dire avant une épreuve physique qui va dépasser les 10 heures. Donc, en fait, ça va être 15 jours avant l'épreuve, de façon relativement simple, une nourriture où on a le moins de sucre possible pour justement faire baisser les taux de glycogène dans le corps, parce que ça oblige le corps à l'épuiser dans les réserves. Et à l'inverse, la semaine, juste avant la course, de pouvoir recharger les stocks de glycogène, et là, à l'inverse, de passer sur des aliments avec des charges glucidiques fortes, mais attention, avec des index glucidiques forts, mais avec une charge glucidique faible. J'invite les personnes à se renseigner là-dessus, parce qu'on a trop souvent tendance à confondre l'index et la charge glycémique. C'est 2 données qui sont vraiment différentes, et on peut très bien avoir des aliments qui ont un index glycémique très élevé, mais qui par contre ont une charge glycémique faible, c'est-à-dire que ça se transmet graduellement dans le corps, et il faut privilégier ce type d'alimentation pour pouvoir justement surcharger les stocks en glycogène. D'accord. Mais hormis ces 2 semaines avant les compétitions, c'est pas d'alimentation particulière J'aurais tendance à dire que c'est même l'inverse, parce qu'en fait, souvent, quand on m'invite, les gens sont surpris de me dire, mais comment tu fais pour manger autant et que ça se voit pas? C'est le gros avantage quand on fait 20 heures de sport aéro par semaine, c'est qu'en fait, on peut quasiment tout manger, quoi. Faut partir du principe qu'une sortie longue du dimanche, on va pouvoir griller des fois jusque 3, 4 ou 5 000 calories. Donc, en fait, avant de déjeuner, je vais rentrer, je vais faire quasiment un vrai repas, parce qu'on a une fenêtre glucidique qui dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie après l'effort, pendant laquelle, en fait, on peut quasiment manger tout et n'importe quoi. Alors, j'exagère, hein, s'il y a des diététiciens qui nous écoutent, ils vont faire des bons dans leur fauteuil. Mais en fait, on peut en tout cas se faire plaisir avec des bons éléments pour recharger justement son stock de glycogène. Et il n'est pas rare, dans la foulée, qu'on se mette à table et qu'on attaque un déjeuner. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment banni, en tout cas le plus possible, tout ce qui est industriel. Et puis de privilégier à la maison, en tout cas, une nourriture préparée la plus variée possible. En fait, voilà, c'est ça. C'est qu'il n'y a aucun interdit, mais voilà, c'est de manger vraiment de tout, en fait. Voilà. Et tu nous disais que tu étais très curieux aussi, que ce soit pour la méthode Wim Hof, ce qui t'a amené au yoga. Tu as d'autres choses qui te sont en tête, des projets ou d'autres pistes que tu as envie d'explorer dans les années à venir, dans les mois à venir? Je pense qu'en fait, j'ai encore beaucoup à apprendre dans l'ultra-trail. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, j'ai vécu une énorme déception il y a tout juste un mois. Parce qu'en fait, il y a tout juste un mois, j'ai dû abandonner lors d'un ultra-trail en Suisse. Ça a été un passage difficile pendant une grosse semaine. Pas trop la douleur physique, parce qu'en fait, j'ai abandonné sur blessure suite à une chute. Mais c'est la douleur psychologique. Par contre, aujourd'hui, je vois ça comme au contraire quelque chose de positif. Il faut apprendre de tout ce qu'on peut rencontrer. Et je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre pour continuer à réussir et à durer. En fait, je pratique pas ces sports dans le but de performer. Et je pense que c'est aussi une nouvelle dimension que j'ai trouvée. Parce qu'en fait, auparavant, je pratiquais mon sport comme mon métier, comme un ultra performeur où je voulais impérativement du résultat. Là, aujourd'hui, je veux être capable de pouvoir durer. Ce qui me plaît, mon médecin en est même d'ailleurs très surpris. Il me dit, je te vois 1 fois par an pour le certificat médical, mais malgré les entraînements que tu enchaînes, c'est que tu n'as plus jamais aucun bobo, pas de tendinite, pas de...
pas de douleur musculaire, enfin rien, parce qu'en fait, je pense que les méthodes que j'ai mis autour, je ne suis pas cantonné à courir. Pour moi, faire du trail, de l'ultra trail, c'est pas uniquement mettre une paire de baskets et partir en fait. Il y a vraiment tout un ensemble. En tout cas, si on veut pouvoir le faire sur la durée, et ça rentre dans le cadre comment dire, c'est pas d'un projet, mais d'un développement personnel. Il y a beaucoup de théories, on peut la lire, la comprendre. Par contre, on se rend compte que même des concepts qui sont extrêmement simples sont très 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 longs à mettre en œuvre. Je n'oserais même pas dire le mot maîtriser parce qu'en fait, c'est un travail au quotidien à répéter en fait. Et l'ultra trail est un des moyens que j'ai trouvé pour faire ça. Le triathlon, en fait, j'y suis venu un petit peu par hasard par rapport aux entraînements croisés, c'est-à-dire que pour pouvoir faire la course à pied, c'est très bien de mettre quelques séances de natation, c'est très bien de mettre quelques séances de vélo. Je me suis dit, si je fais ça, pourquoi pas essayer? J'ai trouvé un côté extrêmement ludique au triathlon. Donc c'est pour ça qu'en fait, j'ai tant qu'à faire, autant mettre ça comme une séance de préparation, je veux dire. Et je me suis lancé dans l'Ironman et j'ai pris vraiment du plaisir. Par contre, c'est deux univers différents. D'un côté, l'ultra trail, on a un côté vraiment nature, extrêmement chaleureux où les gens s'entraident. Et de l'autre côté, il y a un univers un peu m'as-tu vu, où la technologie a un rôle extrêmement important et où en fait on trouve des compétiteurs. Maintenant, on peut tout à fait le faire avec le plaisir de participer, avec le plaisir de profiter. Et c'est comme ça que je vis le triathlon aujourd'hui aussi. Et moi, oui. Moi, ce que je trouve très intéressant aussi, c'est tout ce mélange de disciplines qui, moi, me passionne. Enfin, tu vois, tu parlais de magie, de yoga, de triathlon. Au final, il y a beaucoup d'hypnothérapeutes qui étaient des magiciens avant. Le yoga, pour moi aussi, c'est une forme d'atteindre un état modifié de conscience qu'on atteint en hypnose. La course à pied, j'en ai fait beaucoup à un moment aussi, et dans la course à pied, je faisais plutôt du long et mon esprit partait ailleurs. Et je trouve que c'est tout cet ensemble assez cohérent, puis avec le côté corporel du yoga, les asanas, qui est vraiment très intéressant à explorer pour construire un petit peu, comme tu disais, son développement personnel, son chemin de vie, puis sa discipline à soi. Et avec la méthode Wim Hof par-dessus, je trouve ça très, très intéressant, en tout cas, ta curiosité. La méthode Wim Hof, pour moi, c'est vraiment un outil de développement personnel. Alors, encore une fois, je ne suis pas instructeur, c'est mon point de vue et je vous invite, si vous êtes intéressé, à vous rapprocher. Il y a de plus en plus d'instructeurs en France. Mais on peut l'aborder un petit peu comme en commerce quand on parle de la technique des 5 pourquoi. C'est-à-dire que lorsqu'on vous pose une question, vous allez répondre à une réponse en la justifiant. Mais si on vous repose une question par rapport à votre réponse, on peut se rendre compte qu'on peut aller à une strate supérieure. Et bien en fait, la méthode Wim Hof, on peut faire la même chose. C'est-à-dire que lorsque l'instructeur me pose la question pourquoi je voulais faire ça, ma première réponse c'est parce que je veux pouvoir faire de l'ultra-trail en montagne plus facilement, je veux plus souffrir du foie. Ok, mais pourquoi tu veux faire de l'ultra-trail en montagne? Pourquoi tu veux plus souffrir du foie? J'irai pas plus loin parce qu'en fait après on arrive sur des choses très personnelles, mais on arrive à pouvoir monter 2, 3, voire 4 couches, ce que j'ai pu faire. Et en fait, du coup, c'est vraiment au-delà d'une préparation physique, on est aussi dans une préparation mentale. Ce type de sport, l'ultra-trail, un petit peu aussi l'Ironman, c'est une préparation mentale qui est aussi importante que la préparation physique. Il faut forcément un bon physique pour pouvoir encaisser 10, 20, 30 ou 40 heures d'exercice, mais il faut également une énorme préparation mentale parce qu'en fait, quand on fait des épreuves qui sont aussi longues, quel que soit le niveau, que ce soit le premier ou le dernier, la douleur va apparaître. Je ne parle pas de souffrance et volontairement je choisis le mot de douleur parce qu'en fait c'est un mécanisme physiologique qui se met en place. Il va y avoir des douleurs inflammatoires, il va y avoir une fatigue centrale qui va s'installer et donc il y a des messages qui sont envoyés au niveau du cerveau. Peut-être même encore plus le premier parce que justement lui il va taper dans ses ressources encore plus loin, plus vite, et le dernier parce que lui ça va durer plus longtemps. Mais donc tout le monde va avoir ces informations. Et après il y a différentes façons de les gérer. C'est soit de les traiter comme une information et de ne pas les subir,
Et donc, c'est pour ça que je dis, voilà, on ne souffre pas. Soit on n'est pas prêt à ça, et là, ça peut devenir un calvaire, parce que j'ai déjà vécu ce type de choses pendant les courses. Hein. Il y a des courses qui se passent très bien, où on est dans le flow total, où tout se déroule magnifiquement bien, le corps réagit, on est sur un nuage. Et puis après, il y a des fois, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là je suis complètement idiot d'être dans le froid, dans la nuit, dans la neige, j'ai mal partout. Et donc, c'est ces moments-là où la préparation mentale va être extrêmement importante, c'est de pouvoir passer le cap, de savoir que de toute façon, après, il y a toujours un moment de mieux qui revient. Et alors, j'ai pas parlé de cette méthode, mais c'est également quelque chose que j'ai découvert qui s'appelle Ho'oponopono. Je sais pas si tu connais. J'en ai entendu parler, mais après, j'ai pas trop creusé non plus. Donc, c'est une méthode qui peut paraître extrêmement simple, mais qui est d'une puissance juste énorme. Je pense, en fait, non, je suis sûr que c'est un des mantras que j'utilise le plus quand je cours. Je le recommande à tout le monde. C'est O-H-O, plus loin, Ho'oponopono. Il y a différents ouvrages qui existent sur le sujet. C'est vraiment un outil très, très puissant. La première fois que je l'ai lu, je l'ai trouvé simpliste au possible. Par contre, la relecture et l'utilisation est juste incroyable. Vraiment incroyable. Et donc, c'est ça, je l'utilise énormément en course, énormément. Quand ça va bien et surtout quand ça va moins bien. J'utilise également l'auto-hypnose en course. C'est-à-dire que avant d'avoir ces phases où les sentiments de douleur arrivent, on a des phases où à l'inverse on se sent super bien. Et là j'en profite pour placer un point d'ancrage parce que je sais que la phase moins bien va arriver après. Lorsque je serai dans le moins bien, aller chercher ce point d'ancrage pour se remettre dans la sensation de bien-être, pour se remettre dans la sensation d'extase dans laquelle on se trouvait auparavant. Donc c'est tout un... En fait, il y a toutes ces petites techniques qu'on retrouve dans l'hypnose, qu'on va trouver dans le Ho'oponopono, qu'on va trouver dans le yoga, qu'on va trouver dans Wim Hof, qui sont complémentaires, qui permettent d'avancer sur un processus de développement personnel et qui trouvent alors toute leur place dans des pratiques sportives que je qualifiais d'extrêmes ou d'intenses. D'accord. Merci beaucoup Cédric pour cet entretien et pour toute ta curiosité, pour cette vue d'ensemble de méthode passionnante. Et puis je te souhaite un très bon Trail des Templiers bientôt alors, c'est ça? Oui, c'est d'ici 15 jours. Un grand merci à toi Claire-Vie en tout cas. Merci pour cette discussion. Bonne soirée, au revoir à tous. Un petit annoncement pour clore ce podcast. Vous trouverez sur mon site clairviyoga.com, KLERVIYOGA.com, tous les accompagnements disponibles en hypnothérapie et yoga-thérapie. Je suis à votre disposition pour vous accompagner vers un mieux-être, que ce soit en présentiel ou à distance via Skype ou Messenger. Et si vous voulez vous amuser et vivre des expériences fascinantes, faites un tour du côté des Pyrénées-Atlantiques le temps d'un week-end. Une fois par mois, je vous propose des ateliers d'hypnose le vendredi soir et les matinées du yoga le samedi matin. Vous trouverez toutes les infos à la rubrique Atelier du site clairviyoga.com. Enfin, ce podcast est aussi possible grâce à l'espace membre Clairvie Yoga. En devenant membre exclusif, vous aurez accès à des articles inédits, des livrets de développement personnel et un suivi personnalisé de vos projets, où je serai à votre écoute pour vous guider et vous conseiller par un accompagnement vidéo régulier bimensuel. Merci et à bientôt.